Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Alors ce matin, nous sommes avec toi, Hervé Touré. Merci de ta présence sur le podcast. En quelques mots, Hervé, tu es un sportif de haut niveau, un basketteur professionnel et tu es également un entrepreneur aguerri depuis plusieurs années, maintenant que tu es rentré en France. Tu nous raconteras ça. Et avec plusieurs sociétés à ton actif, si je ne me trompe pas. La dernière en date, Life Extend, qui contribue à la prévention des risques de la santé. Pour nous, tu fais partie de ces personnes qui relient les sujets, qui créent des connexions à la fois humaines et intellectuelles qui nous permettent de progresser. C'est vraiment ce qui m'a marqué dans notre première rencontre. Et on t'a rencontré parce qu'on cherchait à Lyon des personnes qui ont le souhait de réconcilier différentes approches médicales et thérapeutiques pour proposer des solutions plus globales, holistiques. Et voilà, je pense qu'on abordera aussi ce sujet-là qui est extrêmement intéressant puisqu'assez nouveau et révolutionnaire dans la vision des choses et du soin que ça amène. Bon, commençons par le commencement. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Alors, vaste question. Je suis un grand gentil noir de 2,05 m, déterminé, qui se baladait un peu partout dans le monde pour vivre de sa passion et qui a décidé de quitter cette bulle un peu idyllique pour se confronter un peu à des trucs un peu costauds. Si je vais me définir de manière un peu courte, je vais me définir comme ça, un peu spontanément. Et donc je suis bien Hervé Touré, 2,05 m, 110 kg. J'aime bien la faire, c'est ma petite blagounette en général. Et non, en fait, moi je suis un gamin qui a eu beaucoup la tête dans les étoiles petit et qui a voulu suivre ses envies très têtues. Quand tu décides un truc, tu vas au bout. Et je me suis dit, le basket, je tombe amoureux, j'ai dit, j'en ferai mon métier. À partir de là, ça m'a amené à être intégré à l'Asvel Basket en jeune, en poussin, j'avais 10 ans et demi. Je faisais déjà tout ce qui est l'UCEP, alors je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, c'est les événements sportifs inter-collège ou inter-école, où en fait, voilà, on va faire de l'athlétisme, un peu tous les sports, la course et tout ça, et en fait, j'étais toujours dans les premiers, quoi. Enfin, j'étais un peu la fierté de l'école à l'époque. Les 5-6 kilomètres ou les 3 kilomètres, ouais, j'étais souvent sur les rassemblements Raunch, dans les 3-4 premiers à chaque fois. Donc les gens pensaient que j'allais aller vers l'athlétisme ou autre, et puis sur une colo de vacances, en Gironde, on me filait un ballon. Enfin, et à partir de là, la magie a pris. Tu es tombé amoureux. Ah ouais, et au point qu'en fait j'arrive en cours, j'ai mon ballon de basket et je disais, y a pas de ballon, je suis pas là. Donc les profs me laissaient mon ballon de basket sous la table, interdiction de dribbler. Ouais, t'avais déjà imposé ton style. Ouais, non, je suis resté déterminé. Cool, vraiment cool, mais toujours déterminé. Et donc, je négociais ça. Donc, en gros, ça se passe bien en cours, on te laisse le ballon. C'était une petite carotte pour moi, quoi. Et en fait, dès que la sonnerie de la récré sonnait, hop, premier ballon, je filais sur les terrains et j'allais défier. Quand j'étais en 6e, je jouais contre les 3e, enfin voilà. Après, c'est du 1 contre 3, 1 contre 5, enfin bref. Voilà, déjà déterminé. T'as le sentiment que c'était très naturel pour toi, que c'était quelque chose d'inné, ou est-ce que tu as travaillé pour ça, pour être bon dans ce sport-là ? Non, j'ai travaillé en fait.
ce qui est génial pour moi, c'est que, sans m'en rendre compte, j'ai trahi à ma détermination. J'ai grandi dans un quartier très sympa qui s'appelle les Basses-Barolles à Saint-Genis-Laval. Alors, il a une réputation un peu sulfureuse, mais dans les jeunes années, c'était vraiment un endroit où il y avait, 300 jeunes, quasiment à 2-3 ans d'écart, dans un grand endroit avec des centres commerciaux dessinés des choses, mais un terrain de jeu immense, donc 300 gamins qui se connaissent quasiment tous, enfin, c'est génial. Et du coup, on jouait énormément en foot, en basket, enfin plein de sports. Du coup, j'étais bon un peu partout. Et en plus, d'ailleurs, il y a dans cette époque, il y en a qui sont devenus pros en foot. On faisait il y avait vraiment en karaté aussi. Il y en a eu qui en beach soccer. Enfin, il y a eu vraiment des profils très, et de cet amas d'énergie qu'il y avait. Moi, je m'en suis inspiré parce qu'il y avait toujours les grands frères un peu plus âgés qui donnaient des petits conseils, les cours, les machins, sois bon, etc. Donc, et en fait, nous, on était jeunes, donc on les voyait un peu avec les yeux qui brillent parce que c'était un peu les grands, tout ça. Et ils avaient toujours un discours bienveillant, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça m'a toujours motivé. Et là, quand on m'a dit le basket, il faut aller à Lasvel à Villeurbanne. Donc, c'est 1 heure de bus aller, 1 heure de bus retour. À 11 ans, enfin 10 ans et demi, j'intègre le truc. Au début, mes parents m'amènent, mais bon, elle peut pas gérer tout le temps. Donc, j'ai commencé, en fait, à faire mes cours, en fait, dans le bus pour aller à l'école. Enfin, pour rentrer de l'école et aller au basket. Et puis, au retour, pareil. Donc, arriver tard. Et là, déjà, si j'avais pas eu la détermination de me dire ça m'intéresse, j'aurais pas continué parce que c'était quand même. Maintenant avec le recul, fallait quand même être bien déterminé. Tu finis les cours à 17, 18, tu prends le bus, t'arrives en sprint. Je faisais même mais j'étais vraiment dingo en fait. Je prenais le 10, donc qui partait de mon collège et puis qui allait jusqu'à Bellecour. Et en fait, quand il y avait les bouchons, je sortais du bus pour sprinter, pour choper le bus devant, pour gagner du temps et arriver plus à l'heure à l'entraînement. Il est quand même. Et donc du coup, quelque part, tu travailles ta résilience à te dire, ok, bon, il y a des bouchons, ça va être limite, bon allez, hop. Et puis une fois que j'avais chopé le bon bus, parce qu'il y avait les bus du Rhône qui allaient plus vite, là je me calais, je pouvais travailler. Enfin voilà, j'ai commencé à me rendre compte après que j'avais commencé à travailler de la résilience et la détermination juste avec mes routines de vie quotidienne. Plus le cardio. Aussi le cardio. En plus, tu faisais du cardio. Et en fait, à cet âge-là, tu te dis, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller? Ou c'est de la détermination parce que t'es passionné et c'est un truc où t'as envie d'être bon, mais en tant qu'amateur, ou tu te dis, je fais ça parce que je veux en faire mon métier? Jusqu'à mes 14 ans, j'avais pas... C'était juste la passion et j'ai réalisé que la passion porte. Donc, pour la passion, moi, j'avais dit, je veux jouer contre les meilleurs, je veux pas jouer contre... Donc, on m'a dit, Lasvel. Je connaissais pas, j'étais pas non plus à ce moment-là. Je regardais les US, j'étais pas. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que d'un côté, je jouais sur les terrains de street, mais comme je faisais une tête de plus que tout le monde, les gens pensaient que j'avais 4 ans de plus. Donc, à 13 ans, les gens pensaient que j'en avais 17. Donc, je jouais contre des gens qui, en fait, étaient semi-pro et je le savais pas. Et en fait, ça m'a enlevé des barrières parce que, à force de jouer contre des gens, je me suis dit, il a l'air bon, j'ai envie de jouer contre lui. Mais sans mettre la barrière de c'est un semi-pro, etc. Parce que quand on est petit, au fur et à mesure des échanges, un jour il y en a un qui me cale. J'avais 16 ans, mais c'est un peu après que j'ai dit à ma mère que je voulais être basketteur. Parce qu'à mes 14 ans, je débarque dans la cuisine et je dis, bon maman, je ferai un bac+2, mais je ferai basketteur pro. Elle me regarde, elle rigole. Elle me dit, ok mon fils, ok, tiens, vas-y, va t'asseoir, on va manger, c'est bon. Et bon, voilà. Et moi, je continue mon truc. Donc, elle comprend que je suis quand même déterminé à ce moment-là. Et en fait, à un moment donné, il y a l'intuition de te dire, quand même, ça me plaît vraiment. On va se donner les moyens. On va assurer niveau cours, mais on va se donner les moyens parce que l'intuition qui est un truc. L'intuition, c'est quand même quelque chose de complexe parce que c'est propre à soi. Mais au final, force de jouer dans les terrains de street et de croiser des gens qui jouaient à des hauts niveaux mais sans le savoir, il y en a un qui me cale et qui me dit non mais tu peux faire quelque chose. Je dis bon merci et tout. Et une fois qu'il me dit ça, il me dit non mais moi je joue en 2e division. Je fais ah ouais. Et là j'avais 16 ans.
Donc à 16 ans, t'as un gars que tu crois sur les terrains de street, que tu joues, etc. Que tu commences à jouer un peu, voilà, tu le gênes, quoi. Tu sens qu'il est gêné quand tu joues, mais il est content. Et un jour, il te chope, il dit, non, mais, boss, y a un truc à faire. Toi, t'as 16 ans, et le mec te dit, non, mais je suis en Pro B. Je suis payé. Voilà. Ok. Donc là, tu vois, ça commence à tourner, tu commences à dire, ok. Donc là, tu dis, bon, on va se donner les moyens, et puis, après, il faut un peu de chance aussi. Tu penses qu'il faut de la chance? Ou t'as provoqué Toujours. la chance à un moment? Elle se provoque. Mais des fois, il y a des petites... Alors, il y a un peu de stratégie aussi, parce que le fait d'être à Lasvel, forcément, on s'approche des grandes portes. Si j'avais été dans un autre club, elle se provoque, mais à un moment donné, il en faut quand même un peu. J'ai connu des gens avec un talent, quand j'étais plus petit, bien plus grand que le mien, sauf que les étoiles sont pas alignées, elles n'ont pas percé comme elles devraient. Donc, je pense qu'il faut aussi une petite dose de chance. Et du coup, tu es soutenu par tes parents oui. Après, parce que je pense que l'accompagnement et la pression potentiellement familiale peut jouer aussi, tu vois, au-delà de la détermination, c'est qu'est-ce que je me permets de faire et est-ce que je suis soutenue? Ah bah moi je suis le troisième d'une famille et les deux aînés ont été décisifs. Le grand frère, dès qu'il a eu son permis, l'aîné, il m'a amené au basket quand je rentrais tard des fois. Quand il fallait me récupérer sur un déplacement, parce que à 15 ans tu fais le championnat de France, tu vas à Gravelines, à machin, à Portès, enfin bref, tu rentres très tard. Bah c'est lui qui vient te récupérer alors qu'il a ses études, ses cours, c'est la grande sœur qui te protège, etc. Enfin mine de rien, je ne suis rien sans ma famille, clairement. Et ils n'ont jamais rien dit, ils se sont jamais rien, voilà, mais ils ont toujours été présents, ultra présents. Et du coup, alors tu te lances, qu'est-ce que tu découvres dans ce monde du sport collectif à haut niveau? Quelles sont les choses que tu découvres avec joie et les choses plus compliquées à gérer pour toi? Au plus je me suis approché du milieu pro et au plus j'ai vu deux choses. J'ai vu un changement de direction à Lasvel où il y avait quelqu'un qui s'appelait Lefebvre, qui était un président vraiment humain, avec une bienveillance assez folle. Voilà, il prenait le temps de te parler, t'expliquer, alors que c'était un président avec beaucoup et de faire un maillage dans les régions. Enfin, j'ai vu de la bienveillance et je me suis dit wow, la bienveillance c'est cool en fait, c'est génial. Et après, j'ai vu le côté un peu plus capitaliste, on va dire, où il y a eu des changements de direction avec une vision un peu plus, faut que ce soit rentable, etc. Donc j'ai vu les deux, et j'ai vu l'impact des deux. J'ai vu le côté mercenaire qui est arrivé au fil de l'eau, et j'ai vite compris que malgré tout, c'était la jungle, quoi. Parce que tout le monde veut devenir pro, et que à un moment donné, il n'y a pas 30 places pour tout le monde. Donc il faut se battre pour aller chercher ce qu'on souhaite. Donc pragmatiquement, on bosse en se disant on affûte nos armes et peut-être qu'un jour elles seront utiles. D'où le moment où il faut un peu de chance. Et à des moments, j'ai en espoir, la dernière année, je fais un tournoi où je finis MVP, alors je débute en espoir, alors qu'il y a des joueurs qui étaient quasiment pros. Donc là déjà, les agents commencent à venir, etc. Et derrière, là, le club commence à dire viens t'entraîner avec les pros un peu plus sérieusement. Là, à partir de là, déjà, on commence à toucher vraiment le haut niveau, parce que là, c'est le niveau européen. Donc, tout de suite, on s'entraîne avec des gens qui jouent au niveau international. Donc, ça, c'est quand même précieux, parce que dans l'apprentissage, tout en continuant mes cours d'un côté, parce que j'avais négocié pour finir mon bac plus 2 que je préparais, en disant, quoi qu'il arrive, laissez-moi mon bac plus 2, après, on verra. Donc j'oscillais, pareil, je négociais avec la fac pour finir à une certaine heure, pour prendre le métro, pour arriver à l'heure à l'entraînement avec les pros. Entre midi et 2, j'avais des entraînements, donc du coup, je terminais les cours, et j'allais faire mon entraînement, je mangeais sur le pouce, et je retournais à l'école. Enfin voilà, la notion de temps a toujours été très très rythmée. Voilà, t'es hyper cadré, tu développes une rigueur extrêmement forte là. Oui. Mais j'en ai même pas conscience parce que j'ai toujours grandi comme ça. Mon bac, je l'ai passé dans le bus. Tellement j'étais dans le bus, mes potes m'appelaient TCL. Et ils m'ont même offert pour mes 18 ans, je crois. Qui est le réseau de transport lyonnais. Voilà, oui, ça va. Un CD musical des TCL. Je sais plus où ils l'avaient trouvé. Ils avaient fait une blague, on se faisait des cadeaux drôles. Et ils ont fait une blague en mettant à notre meilleur client. Enfin, voilà. Tellement j'étais tout le temps dans les transports, quoi.
Et donc tu rentres pro en quelle année et dans quelle équipe? À 17, je signe un contrat où en fait je suis espoir pro avec déjà la validation que je serai pro ensuite. Donc j'ai 2 ans d'espoir et une année de pro, le temps juste de me finir, de me laisser finir mon DUT. En D'accord. fait, c'était un deal où ils me disent on te signe un contrat, t'as 2 ans espoir et 1 an pro garanti. Donc tu sais que tu seras pro à la fin, le salaire est déjà défini, mais on te laisse 2 ans pour faire ce truc à cheval. Mais si tu rates une année, c'est caduc et tu bascules en pro et voilà. On te laisse 2 ans pour avoir ton diplôme, mais pas 1 an de plus. Ok. Et donc en fait à 20 ans tu deviens pro définitivement. Et donc t'intègres l'Asvel. Oui. Ok. Avec l'Euroleague et le championnat de France. Et là t'es quoi? Parce que je connais assez peu ce milieu, mais à 20 ans t'es quoi? T'es le bébé du vestiaire? T'es le petit jeune. T'es le petit jeune. Je suis le petit jeune où on dit tout le temps ton tour viendra, donc bosse et tais-toi. En gros. Donc je bosse et je profite il y a vraiment des joueurs de talent, donc tu profites. Et tout doucement, tu rentres donc physiquement, musculairement, tu te renforces beaucoup. J'ai passé de longs moments, mais moi j'aimais pas le show-off, c'est-à-dire en salle muscu collective, on est tous là à se regarder. Enfin voilà, c'était pas. Donc j'allais tranquillement à mes horaires, je faisais mes trucs, pas visible, tranquille. Et 1 ou 2 personnes de temps en temps m'ont vu et ont compris qu'en fait j'étais pas dans un process où il fallait que je montre à tout le monde que je bossais plus. Je bossais tranquillement dans mon coin. Et à un moment donné, il y a eu 1 ou 2 joueurs qui se blessent par-ci par-là, donc une opportunité. Et d'où l'histoire de je prépare toutes mes armes que j'affûte. Et là, sur des séquences courtes, on se dit quand même, le petit, il pourrait. Et là, forcément, ça devient. Et quand tu dis séquence courte, c'est que tu grappilles des minutes de jeu Voilà. pendant les matchs. Et que sur ces temps de jeu courts, je montre des choses qui se disent quand même, il y a des choses à faire, des belles actions. En 6 minutes, tu fais l'évaluation de certains joueurs qui ont fait 20 minutes. Enfin, l'évaluation, c'est un peu la note globale d'un match. On prend toutes tes statistiques bonnes et mauvaises et on te dit, face à des équipes européennes en plus, donc on se dit, quand même là, il y a des choses à faire. Et c'est là où je prends conscience des limites du système français et de mon envie de voyager, de voir le monde, parce que j'avais dit à l'époque, si je réussissais pas dans le basket, je ferais mes études à l'étranger, je me baladerais à l'étranger. Donc, à un moment donné, je vois la limite du système où on te dit sois patient, sois patient. Moi, j'ai vraiment une notion du temps qui est particulière. Donc, il y a des moments où il faut vraiment accélérer et d'autres où il faut vraiment prendre son temps. Et j'oscille entre. Tu descendais quand même du bus pour rattraper le bus d'avant, donc effectivement, t'as une. C'est ça. Donc, à un moment donné, j'ai vu la limite, je me suis projeté, j'ai dit il faut que je parte. Donc, j'ai tout fait pour partir. Et ça a été un peu dur parce que on est parti en procès après. Il y a eu un peu à l'époque, ça a fait les grands titres et tout. On m'avait proposé de rester quasiment 10 ans à l'Asvel avec une reconversion. Enfin bref, des trucs en mode tu seras, voilà. J'ai dit non, moi, j'ai besoin pour que je devienne abouti, il faut que je voyage. Donc j'ai pris mon baluchon et je suis parti. Et là, comment ça se passe dans ce milieu-là? T'as un agent qui te suit, t'es transféré, J'ai changé d'agent parce que mon agent de l'époque, il était inféodé au club français. Donc lui, il voyait que sa commission franco-française, d'où le milieu de requin. Et en fait, c'est très bien. D'ailleurs, c'est triste et bien à la fois. J'ai connu le monde des requins très tôt. Et en fait, je trouve que c'est très bien. C'est horrible ce que je veux dire. C'est très bien parce que ça te crée une carapace qui fait qu'ensuite, tu te construis en acceptant la jungle. Et pour moi, ça a été important parce que j'ai appris à rester moi malgré la jungle. C'est-à-dire qu'en fait, quand il faut entre guillemets se défendre et sortir l'épée, je la sors sans problème, avec vraiment aucune voilà. Mais voilà, quand la guerre est finie, tranquille quoi. Et de vraiment accepter ça. C'est quelque chose qui a été pour moi très très. Ça a mis du temps parce que quand t'es petit et que tu grandis, tu penses que tout le monde est bienveillant, ils t'ont connu petit, donc tu te dis que et en fait de comprendre qu'en fait non, tu n'es qu'un billet ou qu'un faire-valoir ou qu'un levier pour de la communication, des trucs. Pour gagner de l'argent. Voilà. Est-ce que c'est une des dérives du sport pro versus le sport amateur?
Tu vois, moi, j'ai toujours entendu ça. Moi, j'ai démarré mes études à Toulouse et donc qui est une terre de rugby. Et moi, beaucoup de mes copains disaient le rugby, c'était sympa quand c'était encore un sport amateur. Et maintenant que c'est un sport professionnel, les mecs commencent à avoir de l'argent, les agents arrivent, ça circule, il y a des commissions à prendre, et donc on perd un peu cette humanité que tu décrivais tout à l'heure. Le rugby a gardé, je trouve, encore des valeurs que d'autres ont perdues. Je pense au foot, où on pousse encore vraiment les gens à faire des études de manière poussée. C'est compliqué pour un footballeur, par exemple, à 14-15 ans, parfois il sait quasiment qu'il veut devenir pro. Enfin, il en a le... Donc à 14-15 ans, si on arrête les cours et qu'on se dédie au sport, bon bah on peut devenir pro. Ouais, t'as pas mal de joueurs qui déjà à 15-16 ans ont déjà des contrats c'est compliqué. Juteux. Donc forcément, dans le développement cognitif, voilà, c'est dur. Donc là, l'entourage est hyper important. Le rugby, pour en parler un petit peu, quand les gens arrivent en espoir et avant de passer pro, il y a tout un renforcement musculaire, qui est dense, et pareil, le passage à pro est très très dur. Beaucoup d'appelés et très très peu d'élus. Donc il y a vraiment plusieurs vitesses, et il faut trouver l'équilibre pour avancer de la bonne manière. C'est vraiment propre à chacun. Du coup, tu pars à l'international. Tu pars où? Parce que il me semble que tu fais quasiment plus de 10 ans de pays en pays. Comment est-ce que tu fais ces choix-là? Par où tu passes? Et puis, je trouve que c'est intéressant que tu nous racontes comment est-ce que petit à petit, en faisant tout ça, tu vas t'intéresser à la santé, au milieu médical, au lien entre ta performance et puis ton environnement. Alors pour rebondir sur la performance, de la même manière à ce que discrètement je faisais de la muscu, mais juste pour moi et pas pour que les gens me voient en mode il fait de la muscu, c'est bien, etc. J'ai toujours été très rigoureux. Bon, je pense que là maintenant, et j'en prends même conscience en parlant avec vous, à quel point j'étais rigoureux, parce que j'adorais sortir en boîte de nuit, etc. Mais il y avait une heure où il fallait que je rentre, parce que à partir de là, ma récupération allait diminuer. Parce que j'adore sortir, m'amuser, voir les amis. Enfin voilà, moi j'aime bien les moments où on rigole, quoi. À un moment donné, la vie, il faut que ça soit drôle. Mais j'ai toujours, mis des cadres où, je peux vraiment m'épanouir et sans perdre en performance. Donc j'ai toujours été omnibulé par la performance et ma santé, et de faire en sorte d'être en meilleure santé possible. Et l'étranger a été mes salvateurs, parce que pareil, j'avais un problème d'engelure au doigt. J'en ai parlé pas beaucoup, mais qui m'a un peu pourri mes jeunes années à Lasvel. Et c'est vraiment sur ça que je faisais attention, parce que sur le bout de mes pieds et sur les phalanges, j'avais comme une cristallisation, et quand je prenais un coup, pendant 15 minutes, je faisais quasiment plus jouer. Et j'avais eu ça à partir de mes 15 ans à peu près. Donc mon but, c'était que dans un match, déjà, que je me fasse pas marcher dessus, que je prenne pas un coup à ces endroits-là, parce que derrière, limite, je demandais le changement parce que j'étais pas bien. Il fallait pas le montrer. Ouais. Et en fait, ça m'a un peu, on va dire, pourri les jeunes années dans les moments clés, parce que je faisais que 75% d'un match, toujours. Parce qu'à un moment donné, où je demandais de changer, où je ralentissais parce que j'avais une douleur, mais il fallait pas que je monte, parce que si le joueur d'en face voit qu'en me marchant dessus, il m'annule, il va me remarcher dessus. À un moment donné, c'est le sport pro, quoi. Et pourtant, moi, je ne comprenais pas d'où ça venait. Et bon, je me suis dit, j'ai dû hériter de ça, j'y peux rien, et donc voilà. Et donc, je commence à l'étranger, je vais en Belgique, et ensuite, je vais en Italie. Et en Italie, donc en Belgique, on finit en finale de championnat, donc c'est une belle expérience. Après l'Italie, l'Italie, c'était à l'époque le deuxième plus gros championnat européen, donc il y avait des belles équipes. Et j'arrive dans un club qui s'appelle Cantoux. Je crois que c'est 2008 à peu près. Et je croise un préparateur physique, pareil, bienveillant, mais d'une bienveillance. Et très très bon. Très très bon. Il fait des trucs atypiques. Et c'est là, en fait, je pense que la révolution a commencé. Il vient me voir. Donc moi, je tournais à 2 bols de lait par jour, parce que vous savez, quand on est petit, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voilà, je pense qu'on a tous cette publicité dans la tête. Donc moi, forcément, on m'a dit, c'est bon, je prends. Je tournais à 2 bols de lait par jour. Et le préparateur physique, il vient me voir, ça faisait un moment qu'on discutait, il m'observait, il vient me voir et me dit, bon, Hervé, mi sa che la te non è fatto per te. Quindi diminuisci un po'.
vediamo come succede. En gros, il me dit, voilà, le lait, je suis pas certain que ce soit bon pour toi. Essaie d'arrêter un peu pour voir ce qui se passe, tu vois. Je dis, bon, écoute, moi, j'avais confiance. Bienveillant, un gars qui vient, quelqu'un qui vient en bienveillance et te donne un conseil, forcément, c'est tout de suite, voilà. Si tu vois pas les dents de requin qui disent, hey, va dans le petit puits, voilà. Bon, donc, je dis, ok. Et je dis, bon, j'arrête le lait, comme ça, 1 mois. Je me dis, allez, j'arrête le lait. Et en fait, en 1 mois, mon problème d'engelure au doigt disparaît. Depuis mes 15 ans jusqu'à mes 25-26. Ce truc était là, et je l'avais fait, comment dire, je l'avais acté comme une faisant partie de ta vie, en fait, quoi. voilà. Et là, au bout d'1 mois et demi à peu près, le truc disparaît. Là, je le regarde, je lui dis, mais cazzo, enfin, bref, je lui dis un truc un peu, enfin, bref, c'est une parole un peu en italien, un peu, voilà. Mais je lui dis, t'as fait, t'es un magicien, t'as fait quoi? Il me dit, non. Voilà, j'avais lu des trucs et comme il avait un peu voyagé, j'avais l'intuition que c'était pas terrible pour toi. À partir de là, ma carrière explose. Plus de douleur, donc plus de problèmes de shoot, plus de problèmes de machin d'arrêt, tu joues à 100%. 3e meilleure adresse du championnat italien sur une année. J'explose en play-off. Les gros contrats, les trucs, les machins, les gros clubs, ça y est, c'est parti. Ça avait déjà un peu commencé, mais j'étais pas en pleine possession de mes moyens. Là, j'avais les possessions de mes moyens. Bon, bah, après la carrière, et à partir de là, je me suis dit, ok, en fait, tout l'algorithme de construction que je me suis fait, il est erroné, faut que je recommence. Il y a un truc que j'ai pas capté. Je bois pas, je fume pas, je suis carré dans mon sommeil. J'étais alimentation, tout carré. Et j'ai passé à côté de ça. Il y a un truc qui a changé, c'était un game changer. En fait, j'ai rien compris. Donc, on va recommencer l'histoire et on va aller chercher des trucs. Donc là, tu t'es mis à picoler, à sortir, à boire de bois, à fumer, en disant, mais par contre, j'arrête le lait. Voilà. Et là, je me suis dit, ok, donc là, j'ai commencé à bosser pour moi. Et là, je suis allé faire des batteries. Je suis allé me renseigner parce que il y avait des joueurs qui payaient des gens pour faire des choses au niveau de la santé très préventive et très poussée et très chère. Et je m'en souviens, il y avait en Italie, il y a un joueur qui gagnait quasiment 1 million d'euros l'année. Et il avait un coach. En fait, c'était un gars de la santé qui le suivait sur sa prévention. Et en fait, je l'ai vu mettre une rouste verbale, mais une rouste comme j'ai rarement vu, au staff, en disant, vous n'avez pas respecté le protocole de mon gars. Donc, et alors on est sur des gros clubs, hein, Euroleague, tout ça, et le staff qui se met, pardon. Et là, je me dis, wow, je vois le truc, je vais le voir, je dis, c'est comment? Il me dit, non, mais vu le prix qui me coûte, pour que je sois bon, non, à un moment donné, c'est dans le deal, c'est dans le contrat, il y a des choses, lui, il sait ce qui est bon pour moi, parce qu'on a travaillé en amont, donc, faut respecter ce qu'il dit. Ok. Tu peux m'expliquer un peu ce que vous avez fait? Et après, j'ai commencé à creuser. Donc, j'ai fait des examens qui, évidemment, sont pas remboursés, qui, un peu partout, à droite, à gauche. Comme j'étais avec l'avantage, c'est de changer de ville et de pays. Donc, tu changes de professionnel avec une autre vision. Donc, tu confrontes ce que tu as, tu te poses des questions. Et là, en fait, je réalise que niveau alimentaire, on a tous des kryptonites. Donc, des aliments qui, pour l'un, va très bien et pour l'autre, c'est un tueur de l'intérieur. Donc, je commence à modifier ça. Je vais faire le séquençage de mon génome. Bon, bref, là, c'est très poussé pour voir au niveau inné, en fait, quels sont mes risques innés versus mes risques acquis, ce que j'ai acquis dans le temps. Et en fait, je commence à me créer, en fait, mon propre algorithme pour moi, pour comprendre où est-ce que il faut que je pousse quand je suis en ultra performance et où est-ce que je peux relâcher, voilà, trouver un peu le juste milieu pour continuer à me faire plaisir, mais garder la performance. Et donc, au fur et à mesure, je rentre les étés. J'ai des amis dans le médical, donc je pose des questions. Un chirurgien des yeux, on commence à parler de neuromyélite optique. Il me regarde, dit mais quoi? Comment je parle de ça avec toi? À un moment donné, donc dédicace à Elias. Je parle avec d'autres personnes, Vincenta sur des trucs ou d'autres, etc. Ma sœur qui est infirmière, ma mère était avant radio, enfin voilà, je commence à parler avec pas mal de monde, d'autres infirmiers, enfin et au bout d'un moment, tous commencent à me dire non mais là tu vas trop loin là, non je suis plus. Ouais non là quand je suis venu avec le génome en disant ah regardez machin, ouais non là hop oui voilà, hiéroglyphe là ça y est tu.
Et il y a une personne qui me dit, non, mais tu sais quoi, tu devrais peut-être te lancer là-dedans, parce qu'au bout d'un moment, là, tu vois. Enfin, en plus, tu nous expliques, on sent que, tu vois, t'es content de partager ça, tu vois. Il y a peut-être un truc à faire, en fait, tu vois. Et barrière de verre, je suis pas médecin, je suis pas dans le médical, je suis pas. Mère radiosœur infirmière, donc déjà, moi, j'ai grandi avec les problématiques de santé dans les repas de midi, où des fois, t'as même plus envie de manger tellement ils oublient qu'on est à côté. Donc, ouais, le truc, la poche de sang. Non, mais je mange, maman. On mange, là. Donc, comment ça se passe? Ouais, voilà, bref, les histoires, bref, voilà. Donc, et je me dis, non, mais compliqué. Mais je me dis, bon, je vais quand même essayer de trouver une voie, parce que malgré tout, ça me... Et puis, il y a quelqu'un qui me dit... T'es le seul à avoir cette attitude-là en tant que pro, ou d'autres pros sont un peu dans cet état d'esprit-là, à aller chercher, creuser, faire des liens entre... Très peu. Très peu. Et pour quelle raison? Parce que très tristement, la vision du sportif est très court terme. Parce qu'en cas de blessure, tout s'arrête. S'il n'est pas performant une année, l'année d'après, il a pas... En fait, le sportif est sur un fil. Quand ça se passe bien, le fil le plus haut l'appelle, et dès que ça se passe pas bien, c'est tout de suite la descente qui peut être aux enfers. Donc en fait, sa vision, c'est chaque année, est-ce que je suis performant? Parce que ça garantit mon contrat de l'année d'après. Et je le comprends. Mais moi, j'essaie d'avoir cette double vision, court terme et long terme. Parce que je voulais avoir une carrière longue. Et j'avais, pareil, l'intuition qu'en ayant une carrière longue, je vais plus m'ouvrir les portes d'un truc costaud. Parce que quand j'ai démarré, je dis je pars, mais je pars pour gagner des titres. Ce qui a fait rire tout le monde, forcément. Parce que quand tu pars de la France, mais tu quittes l'Asvel, le grand club. Il y a quoi de mieux que l'Asvel? Enfin, dans une vision franco-française, on est sur... Mais moi, je voulais voir Wild. Et donc, je m'étais dit, moi, je veux une Euroleague ou l'équivalent. Enfin, voilà, je veux un truc, un titre continental, quoi. C'était ça qui m'animait, un truc un peu costaud. Qui marque une carrière où tu te dis, j'ai pas bossé pour rien. Mais ça passe par la performance. Et j'avais l'intuition qu'il fallait que j'utilise toutes mes ressources et le temps, ça permettrait. Et en échangeant, je me suis dit, ok, il y a 2 vitesses, encore une fois, et il faut que je prenne la vitesse la plus rapide pour accélérer et atteindre quelque chose de costaud. T'as eu des désirs de NBA ou pas, hein? La NBA, ça m'a pas tant motivé que ça. J'écoutais du Tupac beaucoup, en secrète, pareil, parce que pareil, on nous met vite dans des cases et je déteste ça, donc je montrais pas toujours ce que j'écoutais. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que je mettais bien en avant la musique électro que j'écoutais, et quand j'écoutais les trucs de rap, pareil, toujours discret. En fait, sur certains trucs, je suis très discret, et d'autres, c'est très drôle. Et j'avais une vision des US qui était pas tout aussi idyllique que ça. Quand on parlait de racisme, quand on parlait d'ouverture et autres, j'avais pas cette joie de l'oncle Sam que tout le monde me disait. Parce qu'à un moment donné, on m'a demandé de faire le concours, le TOEFL pour aller en NCAA, parce que voilà, ça passait bien niveau école. Donc, t'imagines, tu vas sur une belle fac, on peut t'y amener. Enfin, des agents étaient venus me voir quand j'avais 16 ans, me disant non, mais là, bon. Et je leur ai dit, bon, si je suis pas pris à la fac, enfin à l'IUT, je ferai le TOEFL et puis j'irai aux US. En gros, si je me plante sur les intégrations, sur mon bac plus 2 potentiel, allez, pourquoi pas. J'ai été pris, mais bon, j'avais quand même l'intuition que je serais pris. J'étais pas mauvais à l'école, donc c'était un peu, un leurre pour leur dire, bon, laissez-moi tranquille et si je me plante, on y va. Donc j'avais pas cette passion. Et les collègues à moi qui étaient en équipe de France quand on était en jeune là, qui y sont allés, bon, quand on a échangé, c'était pas si idyllique que ça, quoi. Enfin, ça c'est bien la vie américaine, mais ouais, enfin le retour, c'était bien sur des trucs, mais c'était pas la révolution, quoi. Enfin, quand je le racontais avec un coup en Italie, un coup en machin, c'était quand même pas mal aussi. Et du coup, comment est-ce que tu franchis ce pas parce que tu me disais, je suis pas médecin, je suis pas du tout du domaine médical. Pourtant, je connais plein de choses. Ça fait des années que je travaille le sujet. Comment est-ce que tu passes de cette croyance de, tu vois, c'est pas, en fait, c'est pas pour moi. Ah, je peux faire quelque chose dans ce milieu et dans ce domaine qui me passionne. En fait, en off. J'avais besoin de tester les outils et les solutions que j'avais. J'avais besoin en fait d'expérience terrain.
Et donc, je demandais à droite à gauche s'il y avait un truc, un peu, entre guillemets, est-ce qu'il y a un petit pépin, est-ce que je peux aider, une petite diane, un peu comme ça, je teste mes choses, un peu comme un savant fou. Et au bout d'un moment, j'ai fait des petits trucs dans le sud, à droite, à gauche, chez des amis. Et là, en fait, c'est ce moment-là où je me suis dit, bon, il y a quand même des trucs sympas avec qui on échange. Il y en a, ils avaient des plaques, enfin des problématiques qui sont résolues juste en découvrant quelle était leur kryptonite alimentaire. Donc, ayant vu ça, ayant orienté vers certains laboratoires avec certains tests, etc., en montrant les résultats, en disant, bah, tu vois, finalement, c'était pas du vent, c'était rien. Et que la personne enlève et que les choses s'arrêtent, enfin voilà. Donc, là, déjà, je me dis, bon, il y a un truc à faire. Et la bascule vient d'un médecin qui me dit, bah, tu sais quoi, si tu te lances, mets mon nom. Et puis voilà. Si vraiment c'est ça qui te bloque, on y va. Et d'autres personnes ont dit, non, mais on met notre nom aussi, comme ça, c'est un consortium de personnes, et puis voilà. Puis avance, puis on verra ce qui se passe. Et puis si jamais tu es trop près d'une ligne, et ben on te le dit, et puis voilà. Et te bride pas. Donc là, c'est de la bienveillance, parce que les gens sont professionnels, ils ont rien à y gagner, ils te disent, non mais, avance. Et puis, voilà, on met 2-3 noms, on discute avec toi, et puis on y va. Donc là, déjà, ça m'a... l'air un peu qui respire, je me dis, ok, il y a quelque chose à faire. Derrière, je commence à bosser sur mon IA. Donc en fait, mon but, c'est de modéliser ça, en fait, de créer un calculateur, en fait, qui va prendre les routines de chacun, et les transformer en risque de santé. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Bon, j'ai par exemple un ami médecin qui n'est plus, paix à son âme, qui me disait à quel point c'était facile de tricher sur un test sanguin. Il était pilote, et en fait, il devait passer son examen une fois par an. Et en fait, avant, il faisait 2 semaines très très clean, et tout le reste, c'était... n'importe quoi. Et il te le dit, hein. Ah non, mais je fais n'importe quoi. Il mange mal, il tout. Par contre, 2 semaines avant son examen, pour valider qu'il puisse avoir le truc de... Bah là, il faisait tout bien clean, donc ça passait sous les radars, et après, il repartait sur c'est la fête. Ça, là aussi, ça m'a bien donné une intuition, et de me dire, ok, en fait, une valeur sanguine, enfin, un examen à l'instant T, ça donne une valeur à l'instant T. Alors qu'une routine, c'est quelque chose d'ancré, acté, ça fait des années que tu l'as fait. Donc finalement, c'est comme si tu t'exposais de manière chronique à quelque chose. Je veux dire, quelqu'un qui tous les jours, quand il pleut, sort torse nu, mathématiquement, enfin, peu importe sa résistance, à un moment donné, il va sur un risque de grippe, maladie ou autre. C'est mathématique, au bout d'un moment. Donc, comment modéliser le risque chronique sous différents angles? Et donc, j'ai commencé à bosser là-dessus, à bosser sur des documents scientifiques, à parler avec des professionnels de santé, un peu partout dans le monde, comme je discutais. Je prenais toujours les coordonnées. En Italie, comme j'avais mes entrées, j'ai gardé les contacts de certains, j'ai posé des questions qui se souvenaient encore de moi. En Espagne aussi, il y avait un gars costaud. En Iran aussi, il y avait un truc très costaud. Enfin bref, partout où je suis allé, j'ai chopé de l'information. Tout le temps. Dès qu'on fait un examen, je pose la question, je vais poser des choses, les gens ils te regardent, tu sens qu'ils se disent ouais, lui il cherche quelque chose. Oui, c'est un jeu, il y a une caméra, il me pose des questions pièges, enfin voilà. J'ai vu que les gens ils comprenaient pas toujours mes démarches. Et à un moment donné, je me suis dit ça y est, je commence à avoir quelque chose de stable, donc il m'a fallu du temps, hein, parce que j'ai commencé réellement à travailler à la modélisation 2010, 2011. Et la boîte, je l'ai créée en 2015. En me disant, bon, là, au bout d'un moment, il faut que je commence à tester sur le terrain. Et donc, parce que bon, au début, j'ai mis de l'argent comme ça pour tester, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, quand même, autant je mette une boîte, parce que déjà, je récupérais la TVA, enfin, des choses bêtes, mais j'ai mis quand même beaucoup d'argent, donc au bout d'un moment, sachant pas si ça va réussir, je me dis, bon, au moins, je mets une boîte, et puis quand tu parles à certains, même pour acheter certains documents, certaines thèses, certains trucs un peu précis, tu le vends à une boîte, tu le vends pas à un particulier qui dit tiens, je t'achète tes documents, enfin. Donc c'est plus simple. Et là là il y a quand même puis je confronte, je discute, j'échange. Et là je commence en fait à identifier 5 grandes thématiques. L'environnement, ce qu'on appelle l'écotoxicologie,
donc l'impact de l'environnement sur la santé, le socio-comportemental, les routines du quotidien, les petits trucs, voilà. Oh, moi, j'aime pas trop boire, je bois pas beaucoup d'eau, je ça. Le type de métier et la perception du stress par rapport à ça et dans sa vie courante, l'alimentation et l'ascendance, la génétique. Et en fait, ces 5-là sont les 5 angles sur lesquels j'arrive à modéliser le risque de santé. Si on en enlève un, on perd en pertinence, et j'ai fait mes essais, on perd vraiment en pertinence. Si on enlève la génétique, les prédispositions innées, on va avoir 2 profils identiques, sauf que l'un vient de ascendance caucasienne, l'autre ascendance asiatique. Donc asiatique, par exemple, il y a la thalassémie, enfin bref, il y a différents gènes, etc., qui induisent des risques. En fait, c'est pas du tout les mêmes choses. Donc du coup, on part pas sur la même base. Pourtant, ils ont le même profil de fonctionnement, tout pareil, mais 2 ascendances différentes. Donc, c'est important de le prendre en compte. Et donc, au fur et à mesure de ce truc-là, j'ai testé sur le terrain et j'ai commencé à avoir l'intuition dans les gens que j'ai accompagnés en préventif, parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes en préventif, qu'il y avait un truc à faire. C'est qui les gens que tu accompagnes à cette époque-là? Ce sont d'autres sportifs ou pas du tout? Ça peut être des gens comme Romain et moi? Non, là, au début, j'accompagnais des gens lambda. Les sportifs, ils accompagnaient beaucoup plus tard. En fait, les sportifs, ils accompagnaient une fois que la presse a un peu parlé des trucs que je faisais. Donc là, ils avaient déjà acté que j'étais un peu perché parce que, je n'en ai pas parlé, mais dans mes jeunes années, quand j'étais à Lasvel, j'avais écrit 2 bouquins. Enfin, j'avais écrit un bouquin quand j'étais à Lasvel sur les médias, une nouvelle, et après, j'avais écrit un essai sur les médias. Et en fait, là déjà, j'étais un peu catégorisé comme le philosophe, machin. Ce qui est pas toujours positif, parce que le sportif, on aime bien qu'il fasse que du sport. S'il fait autre chose, voilà. Oui, c'est bien connu, il faut que le sportif soit un peu con, quoi. C'est sympa, en plus on peut lui taper dessus, donc voilà. Voilà. Si je n'arrive déjà pas à avec un bac mots, plus 2, c'est un demi-sportif, quoi. Ouais, non, et j'en ai beaucoup joué, parce que des fois j'étais à la table de personnes parce que dans les sponsors que j'ai eu en club, il y en a, ils avaient fait du business de manière très très costaud. Et quand ils te parlent de business, moi c'était du velours, quoi. Je m'asseyais, j'écoutais, je posais 2-3 questions, je fais ah ouais, ok, ouais, comme ça et tout. Et en fait, au début, certains se disaient on parle et puis on le met à côté, et puis c'est une plante verte, c'est drôle, et puis voilà. Non, moi j'étais là, ok, ouais, d'accord, je notais, ouais, j'étais. Il y a même des fois où je partais vite et je notais des trucs sur un bout de papier. Moi, j'ai beaucoup gratté sur des feuilles de papier. J'avais toujours des cahiers, j'ai gardé encore ce principe-là. Pour pas perdre des idées en vol, parce que j'ai toujours mes 12 mois qui réfléchissent et des fois, il faut que je note une idée pour pas la perdre. Donc ça, c'était précieux parce que ça m'a fait prendre conscience, ça m'a fait enlever des premières barrières en me disant, en fait, non, tout le monde peut faire du business, en vrai. Tout le monde. Maintenant, la question, c'est, comment le faire et quel impact tu veux donner. Est-ce que ton impact c'est juste d'avoir plein d'argent? Est-ce que ton impact c'est de faire du bien? Est-ce que ton impact c'est de faire de l'argent et faire du bien ou faire autre chose? Voilà, c'est. Et c'était quoi ta motivation à toi en te lançant? Du moment que j'ai décidé de me lancer, j'avais acté que j'étais dans une bulle en tant que sportif et que j'étais choyé. Partout où je suis allé dans le monde, j'ai été très bien traité. Enfin, il y a 1 ou 2 clubs, ça s'est mal passé, et je suis vite parti, mais sinon j'étais très très bien traité. Et j'avais conscience que j'étais privilégié, parce que j'avais galéré pour devenir pro, j'avais galéré pour m'imposer à l'international, du fait que du coup tu puisses voyager facilement, etc. Et je savais que ça prendrait fin. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux pour la suite de ma vie? J'avais déjà acté ça, qu'est-ce que je veux en faire? Parce que quand j'étais petit, je me disais, avec le basket, si tout se passe bien, je gagne bien ma vie, je me trouve un mi-temps, et puis je chill. Voilà, j'étais dans un mode, moi à l'époque, on me disait... retraite dorée à 35 ans. Quoi. Ah ouais, toi, mais t'es zen, t'es jamais énervé, il faut que tu sois énervé, parce que j'étais tout zen, petit. Ils comprenaient pas. Ils se disaient, mais... Je me souviens, je crois que c'est Yann Bonato qui m'a dit, mais toi, tu mourras pas d'une crise cardiaque, en rigolant. Tellement j'étais cool, quoi. Et c'est vrai qu'au démarrage, j'aspirais à être cool, en fait. Et puis, à force de voyager aussi, et à force de rencontrer des gens, j'ai vu des drames évitables, des drames inutiles. Et ça m'a bien retourné, je dois le reconnaître. Des situations où il y a des problèmes de santé, et moi, je commence à comprendre des choses, et je posais la question, mais un tel, t'as pas orienté là-dessus, t'as pas posé de telles questions, non, machin. Et cette espèce de fatalité où la personne, elle a une énergie pour se prendre en main, et si jamais à ce moment-là, on lui donne pas des outils, l'énergie disparaît, la personne baisse les bras. Et le mal s'installe. Et ça, je l'ai vu, et je crois que
la phrase qui m'énerve le plus, c'est « si j'avais su ». Je crois que c'est celle qui m'a le plus à l'étranger. Alors, il y a eu des fois où... il y a eu des cas où on m'a exposé des cas où moi, j'avais pas de solution. Et je regarde la personne droit dans les yeux et je lui dis si j'étais à ta place, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais. Et je te le dis vraiment, et ça m'a peiné de le dire. Et au fur et à mesure que je développe mes outils, je me dis, il faut que je sois dans une capacité à ne jamais redire cette phrase. Vraiment. Et ça, ouais, c'est un truc qui m'a bien marqué. Et donc là, t'en es où aujourd'hui avec Life Extend? Eh bien, Life Extend a beaucoup évolué parce que, donc 2015, je crée la structure. Je me dis dans un premier temps que je vais créer une petite appli. Donc, histoire de... Voilà, les gens répondent à des questions et ils ont une information sur le risque de santé. Et au début, j'étais là pour tester si le côté préventif intéresse. Au début, j'avais 7000 téléchargements et après, je tape la porte d'un incubateur parce que quelqu'un de bienveillant me dit « tu devrais rentrer dans un incubateur ». En échangeant comme ça, j'étais à quelques jours de mes vacances en plus, donc il dit « non, mais il cherche en plus, là, c'est le moment, donc postule et tout ». Je connaissais pas du tout le milieu des startups, moi j'étais hors sujet là-dessus. Je postule au H7, c'est un incubateur de la métropole de Lyon. Je rentre, le startup manager me dit t'as été un coup de cœur sur ton projet, de voir ce que t'as fait déjà seul en mode tu n'y connais rien et on fonce. Le projet a failli vaciller 3 fois, 4 fois parce que faut trouver les bonnes personnes pour développer, pour coder. Ce que je voulais était précis. Enfin, c'était... Et je pense qu'ils ont senti ma détermination, mais ne sachant pas où je voulais aller. Et en fait, là, c'est vrai que ça a été assez décisif parce que l'incubateur te structure. Et s'il te structure pas, il te donne tellement d'informations que tu vas t'auto-structurer. Et donc, le premier message, c'est trouver les bonnes personnes pour être accompagné. Quand vous ne connaissez pas l'étendue de la marque que vous voulez traverser. C'est vraiment décisif. Et là, après, c'est vrai que ça s'accélère parce que le startup manager ultra bienveillant, je suis encore en contact avec lui et je l'ai présenté une fois en disant c'est le premier qui m'a vraiment fait confiance, en mode ton truc, il y a de l'avenir. Et il me dit, écoute, je sais pas si ta candidature sera prise avant que je sois pris au H7, mais si jamais c'est pas pris, parce qu'en fait, je reviens en arrière, j'arrive là-bas avec un polycopier d'une page, disant un truc rapidos, qu'est-ce que je fais? Je savais pas du tout que c'était un truc un peu costaud. Donc j'arrive un peu presque en tongs et en short, limite, hein, pas loin. J'arrive, et en fait, j'arrive sur le grand bureau en haut, gros écran télé avec le truc HDMI, que des gens en mode, dans le visage, tu vois, parce que j'ai quand même rencontré pas mal de gens costauds et sérieux, que les gens, ils ont un bagage, certains costumes cravates énervés, tous comme ça en mode, vas-y, raconte-nous ce que tu fais. Et là, tu présentes ton petit polycopier de l'an en disant alors, si vous plissez bien les yeux, attendez, je vais vous le passer. Et là, je me dis wow. Et en fait, là, mon côté sportif passe instantanément en mode ah non, c'est sérieux. J'étais pas préparé là. J'étais pas prêt. Et donc, quand je sors de ça, donc je donne tout. Et quand je sors de ça, je dis bon, je crois que j'étais pas assez préparé. Il s'appelle Julien, startup manager. Je crois que j'étais pas assez préparé. Bon, écoute, j'avais peut-être pas compris ce que c'était, mais écoute, bon voilà. Et il me dit bon, si ça marche pas, renseigne-toi parce que Apicil, il monte un truc costaud là pour les intrapreneurs, enfin les personnes qui sont encore à l'idée d'un projet. Et si jamais ça passe pas chez nous, renseigne-toi chez eux parce qu'il y a un truc à faire. Finalement, je suis pris, coup de cœur de l'équipe, donc je suis content. Et donc il m'envoie sur ce concours, que c'est un concours par la Fondation Apicil. Et je suis lauréat de ce concours. Et en fait, ça a quand même été assez décisif pour les dernières barrières que je m'étais mis. Parce que je gagne une bourse pour créer un proto et un accompagnement avec une chercheuse qui a été doublée par une autre sur le fait de travailler sur ton modèle, comment tu peux avoir un impact, etc. Donc c'était ultra décisif. Et en fait, à la fin de ce truc-là, ça s'appelle Valoritech, la méthodo, Anne Leluel qui est derrière. Et puis après il y a Mathilde Deplar qui m'a beaucoup aidé parce bon, bref, elle a été aussi très très décisive dans la compréhension de pas mal de trucs. Et là je me dis en fait faut que j'enlève même mes dernières barrières. Et je crois que même que les dernières barrières inconsciemment, je crois que c'est ma famille qui me l'a donné parce que comme ma famille est quand même dans le médical, inconsciemment il y a le côté tu vois ouais, c'est quand même
Et là, à partir de là, en fait, j'ai dit, il n'y a plus de limite. Donc là, je tape la porte des cliniques, je les convainc de faire un essai clinique. On fait un essai clinique de 6 mois sur la perte de mobilité. Je valide en plus mes outils entre-temps. Et après, je me dis, entre-temps, j'avais commencé à accompagner des boîtes et je me dis, comment je peux accompagner les boîtes pour améliorer la santé des équipes, mais différemment, sur un côté préventif. En fait, j'ai envie que la prévention, enfin, j'ai toujours envie, mais à l'époque, je me suis dit, il faut que la prévention devienne la norme et non plus une exception. Donc, pour ce faire, il faut instaurer une dynamique, mais il faut qu'une dynamique soit tellement fun, tellement cool, qu'elle se propage naturellement. Comme un sachet de thé qui s'étend naturellement, et c'est normal, en fait. Il faut que ce soit normal. Et donc, j'avais déjà fait des formations sur un peu ce qui découle de mes algorithmes, là, de mes IA et de la base derrière. Sauf que je me suis dit, il faut que je transforme ça en un moment fun. Il faut que ce soit drôle. J'étais le premier à m'endormir au basket quand on faisait les grandes séances de vidéo à 14h30 après le repas, où en fait, t'es plein, t'as envie de dormir, et t'es devant un écran blanc, salle éteinte, et tu regardes pendant 1 heure décortiquer le mouvement de ton adversaire. Bon, je le fais, hein, mais j'étais le premier à quasiment piquer du nez. D'ailleurs, une fois, je me suis endormi et j'ai eu une amende salée pour ça. Et je dirais pas le club et l'endroit parce que, bref, je me suis assez charrié pour ça. Mais tu nous le diras en off, on communiquera ça. Mais et du coup, je me suis dit, si moi, qui suis dans ma passion, je suis capable de m'endormir à un moment donné, il faut que les gens, sur des sujets pas toujours fun, parce que quand on va parler risque cardiovasculaire, la problématique du sommeil, faut que ce soit fun. Et donc, j'ai transformé ça. J'ai eu une rencontre qui a été aussi décisive. Il y a beaucoup de rencontres décisives, en fait. Et en fait, là, je me suis dit, il faut se lancer sur la gamification. Donc, l'apprentissage par le jeu. Donc, j'ai transformé des formations sous forme de jeu. Et donc, du coup, j'ai commencé à accompagner des boîtes en améliorant la santé des équipes, en faisant des jeux, mais qui améliorent leur santé, leur compréhension de leurs risques sous un format collectif. Individuellement, chacun va ressortir avec des astuces et des outils qui leur sont propres. Et ça, aujourd'hui, je continue de le faire pour les boîtes. Ça, c'est le côté vraiment cool, où je passe du temps, voilà, j'ai accompagné Suez, Veolia, Nexter, enfin voilà, j'ai accompagné pas mal de boîtes un peu costauds, et avec des super retours. Certains ont dit, on fait un acte 2, d'autres sont en discussion pour un acte 3, en disant non mais t'as instauré une dynamique, c'est cool, et on veut garder cette logique et la pousser ailleurs. Donc j'ai développé 12 thématiques sur lesquelles je les accompagne. C'est un peu ma porte d'entrée avec LifeX10. Et à côté de ça, j'ai le logiciel, donc suite à l'IA que j'ai monté, que j'ai greffé dans une tablette. Et en fait, c'est devenu un tracker de TMS suite à l'essai clinique, où en fait, je donne l'outil pour que les gens soient semi-autonomes. Je ne fais que passer une fois tous les 2 semaines ou les 3 semaines. Et en fait, j'identifie les risques de blessures. Et les TMS sont les troubles musculo-squelettiques. Dans les usines, les 3-8, les 2-8, ou travail répétitif, horaire décalé. Et en fait, ça permet de les rendre de plus en plus responsables, d'avoir les outils pour être acteurs de leur santé, pro-acteurs de leur santé. Et ça, j'accompagne sur le temps long avec la tablette et en one-shot avec les formations gamifiées. Et tu mesures aujourd'hui l'impact que ça a ? Est-ce que tu vois une diminution des TMS chez tes clients ? Oui. En fait, un de mes plus anciens clients, on en parlait encore il y a quelques jours parce que j'étais chez eux. Et en fait, eux, ça fait vraiment quasiment 2 ans que je les accompagne. Donc, ils ont plusieurs usines. Et en fait, la première usine, il y a des personnes avec un âge beaucoup plus avancé. Et en fait, entre le moment où on a commencé et maintenant, en termes de mobilité et de bien-être avant de travailler, pas versus des personnes qui ont 20 ans de moins, il n'y a pas photo, quoi. Elles sont plus en mobilité que des personnes et dans leur posture naturelle dans la journée. Alors, bon, là, on est en podcast, mais je vais vous montrer une position. Il y a des gens que je croise qui sont naturellement comme ça. C'est leur position de base. C'est-à-dire la tête un peu penchée, la tête un peu penchée, le dos voilà. peu Ils sont désaxés aussi, naturellement. Ouais. Et on le voit pendant qu'ils travaillent. Je les observe régulièrement. Je vois la différence entre les uns et les autres. Ceux avec qui on a commencé depuis plus longtemps, c'est impressionnant. Et même certains me disent, j'avais des douleurs aux lombaires depuis très longtemps, un peu comme moi avec ces douleurs aux phalanges. Et ça fait quelques mois que maintenant, là, je ne sens plus rien. Et c'est une telle joie
de plus avoir cette gêne où pareil les gens avaient acté que bon bah maintenant c'est là donc ça reste, et de leur dire qu'en fait on est un peu un game changer où maintenant bah ils peuvent être la meilleure version d'eux-mêmes quoi. Et donc tu gommes le et si j'avais su en fait. Voilà, c'est le truc. Et là tu vas avoir un marché qui va continuer d'augmenter puisque à l'heure où on parle de la réforme des retraites et de l'augmentation du temps de travail, enfin l'allongement de la durée du temps de travail, pardon. Aujourd'hui, une personne qui va avoir 62, 63, 64 ans en usine, et c'est hyper important pour ces boîtes-là de prendre soin de ces gens-là aussi, quoi. Oui, et là vraiment, j'ai de plus en plus de discussions avec les entreprises là-dessus. C'est devenu les TMS, c'est un enjeu qui touche tout le monde, que ce soit le bureau, l'atelier, la prod, la com, le RH, ou les commerciaux toujours en voiture avec la circulation sanguine et autres. Mais là, ouais, je pense qu'il y a des prises de conscience de plus en plus fortes. Et comme j'ai des résultats probants, pareil, validés, enfin, on peut le valider assez simplement avec des métriques très très simples et visibles et compréhensibles. Du coup, c'est vrai que ouais, il y a des discussions qui s'accélèrent. Et qu'est-ce qui provoque les value, enfin, qu'est-ce qui est, j'arrive pas à formuler ma phrase, pardon. À quel moment en fait se produit la prise de conscience chez tes clients? C'est quoi? Ça a eu un accident de travail, on s'est dit mince, il faut que je m'occupe de mes collaborateurs, ou c'est un dirigeant qui est suffisamment éveillé, qui dit mais moi le care est un élément qui est essentiel, donc de toute façon cette démarche proactive m'intéresse. C'est quoi justement le déclencheur chez tes clients? Alors il y a deux. Alors pareil, je vais pas les citer parce que je peux pas citer les noms des clients et des situations. Enfin, je peux citer les situations sans citer les clients. Oui, bien sûr. Mais j'ai trois grandes situations, mais deux grandes vraiment plus que les autres. La direction a constaté qu'il y a trop d'arrêts de travail, trop, et que l'ombre de la CARSAT, qui est un peu l'organisme qui entre guillemets sanctionne en cas de problème, est quasiment prêt. Que du coup ils disent on va faire une action corrective avant que ça continue. Pour essayer de couper le sang qui coule, il faut qu'on coupe qu'on gère ça. Donc ça c'est une des situations. Et l'autre c'est un décideur ou une personne qui parle à l'oreille du décideur qui a une vision transverse, globale et qui dit on va dans le mur. En général c'est l'un ou l'autre. Parfois il y a d'autres situations, mais les deux plus grandes situations c'est ça. Où j'ai assisté à une réunion où la personne prend la parole et elle est en visio et c'est la personne qui gère le truc et elle dit bon voilà nos chiffres, c'est le bordel, ça va pas, donc on compte sur vous. Et donc là on est presque plus dans la prévention, on est déjà dans j'accompagne dans le soin presque. Ouais, on est limite, c'est-à-dire que ils sentent que là c'est en train de partir et que ça leur coûte beaucoup d'argent. Ouais, mais c'est comme dans le bus en fait, tu vas essayer de remonter à toute vitesse en fait la chaîne de la prévention, c'est-à-dire que tu vas être dans l'action corrective tout de suite. Ouais. Et puis après tu descends du bus et tu dis bon bah voilà maintenant on va faire du préventif. Et l'idée c'est que comment dire, pour moi, la prévention fonctionne jusqu'au moment où on est au début du problème. C'est-à-dire que une fois que le problème s'installe, là, c'est de la guérison. Mais avant que le problème s'installe, on peut encore faire des choses. Donc en gros, j'ai un spectre de avant jusqu'à le problème vient d'arriver, donc on peut faire des choses. Après, par contre, là, pour moi, c'est de la guérison. Donc Mais dans le préventif, j'imagine que ça doit avoir aussi un impact fort sur la capacité d'attractivité des boîtes. Quand t'es un employeur et que tu dis, bah nous, on a un soin, on est dans le préventif et on a mis en place tout un tas d'outils qui permettent à nos ouvriers de ligne de production de se retrouver bien et pas d'être complètement cassés. Dans la guerre des talents, la pénurie des compétences ou les difficultés de trouver des personnes qui sont en situation de faire, je pense aussi qu'il y a un enjeu RH global, marque employeur, on peut appeler ça comme on veut, mais extrêmement fort en fait. Et que tu arrives en fait à lier la santé et la sécurité à toute la stratégie de l'entreprise. Surtout dans une période où les personnes ont du mal à recruter des gens compétents et qui restent, qui sont vite appelés par d'autres boîtes qui proposent mieux. Le fait de montrer qu'on prenne soin d'eux et que quand la personne arrive, il n'y ait pas un grand turnover, il n'y ait pas des histoires à répétition en mode bon bah tu es le 17e, on attend le 18e. Ça motive les gens à rester et à recruter, et du coup, les personnes qui restent. Le temps perdu à former les personnes qui arrivent, pour les RH, pour toute l'organisation, c'est une vraie plaie pour les boîtes. Et du coup, quand tu accompagnes ces équipes-là, tu lis à la fois les mouvements, la nourriture, le sommeil, enfin toutes les thématiques que tu as identifiées comme
tu vois, combinées entre elles, prenant en compte la santé globale? Ça, c'est sur les accompagnements temps long. Sur les one-shots, je me concentre sur la thématique souhaitée. Par exemple, il y a la gestion des conflits, il y a le stress, il y a routine versus santé, qui est littéralement la traduction de mon algorithme sous forme de jeu. Il y a les TMS, il y a les antinutriments, enfin, il y a... J'en oublie, ouais, il y a une douzaine de formations, donc forcément, je les ai pas toutes en tête. Mais on se concentre sur la formation du moment. Et par contre, sur le temps long, effectivement, on va commencer sur les gestes et les postures. Déjà, le jeu TMS, c'est un jeu où, en fait, on les fait jouer à perdre leur mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont jouer à physiquement perdre leur mobilité. Par exemple, j'ai un outil, il réduit la capacité de bouger du dos à plus de 50%. Et rien qu'avec ça, ils vont devoir soit faire des courses dans un supermarché virtuel, soit porter des chaises. Mais rien que ça, sans son dos, c'est une épreuve. Alors, le but, c'est qu'on rigole beaucoup. Hein. On rigole beaucoup. Mais à la fin, tout le monde comprend les effets d'un TMS. Et donc, d'ailleurs, pour donner de l'impact à ce qu'on veut mettre en place, c'est plus facile. Du coup, entre la vie de sportif de haut niveau et la vie de l'entrepreneur, où est-ce que tu vis des similitudes et où est-ce que tu disais, quand tu te présentais en introduction, j'ai quitté le monde du basket pour me concentrer à des trucs un peu costauds. Qu'est-ce qui est différent pour toi et qu'est-ce que tu as appris depuis 2015? Alors le basket, je l'ai pas réellement quitté, je l'ai mis en dents de scie, c'est-à-dire que je fais d'autres choses, mais je reste encore dedans parce que le sport m'anime et m'inspire toujours. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que le fait de continuer donc je joue un peu en national, je donne un coup de main à un club, et puis le 3-3, c'est le championnat du World Tour, là, le 3-3, c'est une nouvelle discipline. Donc du coup, je continue là avec une équipe à jouer. Enfin, ça me permet de garder ce côté un peu compète que j'aime bien. Et dans le sport, je puise une vraie énergie, une vraie compréhension, parce que j'applique déjà mes préceptes. Donc ça me permet déjà de démontrer que ça marche, à un âge où normalement les gens ont arrêté. Et derrière, en résilience, ça me permet d'être toujours au contact de ce qui se passe, de comment les gens fonctionnent. Ça me permet de garder un pied sur la réalité et de bien toujours la voir sur plusieurs angles. Sous l'angle sportif, sous l'angle cognitif, sur l'appréhension des choses. Des fois, on se met des barrières invisibles. Des fois, on a des craintes. J'aime bien le sport m'amène à percevoir l'accompagnement toujours différemment, à pas m'ancrer que dans l'accompagnement et du coup en oublier de prendre de la distance. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et du coup, je sais pas si on peut dire les difficultés, mais en tout cas les choses qui t'ont demandé des compétences ou des choses à faire que tu ne connaissais pas du tout, qui t'ont complètement sorti de ce que tu avais vécu en tant que sportif quand tu deviens entrepreneur. Parce que je te pose cette question, j'ai l'impression que quand on est en fait sportif de haut niveau, on est déjà entrepreneur presque. Enfin, tu vois, il y a une démarche qui est, peut-être que je me trompe, tu me diras, mais qui me paraît assez entrepreneuriale, où tu dois quand même te débrouiller, où il y a du business lié à ce que tu fais, où tu développes aussi ton image. Donc presque tu es déjà en gestion de ta propre société, même si tu es tout seul. Est-ce que ça c'est juste ou pas, et le fait après de monter son entreprise dans un domaine en plus qui n'a rien à voir avec le sport, est-ce que c'est finalement la continuité ou ça t'a demandé de sortir complètement de ce que tu connaissais? Ça m'a demandé de sortir quand même complètement de ce que je connaissais, parce que le sport te crée des biais. Et le risque, c'est d'aller sur un biais de confirmation où finalement tu vas valider ce que tu sais quasiment déjà. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai essayé de faire beaucoup d'efforts pour être le plus objectif possible, même si l'objectivité à 100% n'existe pas, mais au moins de mettre le moins de subjectivité possible pour avoir un substrat de qualité. Et encore une fois, ça, c'est les rencontres qui m'ont facilité la chose. Beaucoup de discussions, même certaines anodines avec des gens qui... Il y a des aides-soignantes qui m'ont apporté beaucoup plus en discussion que des grands professeurs parfois, parce qu'il y a eu un mot-clé, un angle, une vision que je n'avais pas, sur laquelle, le fait de changer d'angle, ça m'a réouvert un champ des possibles. Et du coup, je suis toujours à l'affût de discussions comme ça
où à la fin, mon cerveau tourne partout en disant il y a un truc, c'est génial, et je vais les creuser, gratter, fouiner. Ça, c'est vrai que c'est mon côté enfant qui a envie d'apprendre des trucs cool et aller chercher des choses. Pour ça, Life Extend, c'est très cool parce que depuis l'essai clinique, il y a beaucoup de professionnels de santé avec qui je discute plus facilement, avec les cliniques, les professeurs, les directions et autres. Le discours est beaucoup plus ouvert parce que j'ai pu voir les problématiques dans les SSR, dans les cliniques, donc c'est beaucoup plus simple d'échanger. Et du coup, on apporte nos angles différents. Et ça me permet, moi, dans la compréhension de ce que je fais déjà avec Life Extend et une autre structure que j'ai montée récemment, de mieux comprendre comment encore plus aider à avoir plus d'impact. Parce que mon objectif quand même est d'avoir un impact costaud. Et effectivement, j'ai un petit peu délaissé le basket pour sans le lâcher complètement, passion oblige, pour aller chercher des choses costauds, parce que je pouvais pas faire les deux en même temps. Je pouvais pas avoir la même passion, la même énergie pour le basket que pour l'entreprise. Au bout d'un moment, il faut quand même choisir. Mais je remercie le basket pour ça. Ça me donne vraiment une force. Et aujourd'hui, les défis sont assez costauds. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, ça me permet de parler de cette autre boîte là que je suis en train de monter. J'en ai pas trop parlé parce que voilà, j'en parlerai juste succinctement, mais suite à l'essai clinique, j'ai constaté en fait une grande problématique dans l'accompagnement des personnes en obésité ou en personnes d'ailleurs en préhabilitation, c'est la préparation à la chirurgie. En fait, il y a des creux dans les creux dans les temps d'accompagnement. Parfois, les gens viennent de loin et autres, et en fait, d'où l'idée de créer une plateforme qui va automatiser la prise en charge des personnes en obésité en attente d'un accompagnement à domicile. Ça me permet du coup, toujours en discutant avec les cliniques, d'affûter la solution et avec les patients et avec les cliniques. Oui, parce que tu me disais une personne qui souffre d'obésité, entre le moment où elle est reçue par la clinique en disant oui, on peut faire une opération, on peut prendre en charge, et le moment où ça se passe, il peut s'écouler, tu me disais quoi, 9 à 12 mois Alors sur la préhabilitation, en moyenne, on est sur 5-6 mois, et après, ça dépend s'ils sont saturés, s'il y a un Covid, s'il y a... On sait pas, enfin, si elle habite loin, s'il y a des problématiques, ça peut s'allonger. Et donc, le problème, c'est que, sur ces temps-là, en fait, les temps de prise en charge, pareil pour une personne obésité qui veut être prise en charge à 100%, les temps de prise en charge, c'est remboursé par la Sécu de ce que j'ai pu voir pendant l'essai clinique, c'est 30 séances, donc 6 semaines. Mais bon, en 30 séances, on règle pas la problématique de l'obésité. Puis, des fois, il y a des temps d'attente qui peuvent être très longs sur certaines structures, à cause des déserts médicaux. Donc en fait, aujourd'hui, on a une vraie problématique de comment on gère ces temps d'attente en fait. Et le fait qu'ils n'abandonnent pas, toujours le si j'avais su, qu'ils n'abandonnent pas en se disant d'ici à ce que je m'y mette, ils prennent encore du poids, ils arrivent en obésité morbide avec les problématiques de santé derrière. Alors que juste avant, il y a peut-être des choses à faire pour stabiliser et peut-être même commencer à aider avant une prise en charge qui va en plus renforcer l'expérience du patient et de la clinique. C'est quoi là? Quelles sont tes envies, tes objectifs là pour 2023? Vaste question. Comme je suis quelqu'un de pressé, j'ai envie que certaines choses avancent vite. Continuer de développer Life Extend et accompagner les structures et faire du bien, améliorer la santé, faire du bien. Je pense que c'est vraiment cool, passer des bons moments avec les collaborateurs. Éveiller les esprits, les sensibiliser sur des choses, trouver les petites kryptonites de chacun pour que chacun soit le Superman qu'il devait être. Ça, c'est cool. Développer le logiciel pour accompagner plus de boîtes sur le temps long. Ça, c'est vraiment utile et je vois maintenant j'ai vraiment assez de recul pour voir l'impact que ça a. Et après, avec la deuxième boîte, il faut que ça s'accélère parce que j'ai encore en tête certains patients pendant l'essai qui essaient de négocier la tablette qu'on avait créée pendant l'essai clinique en me disant moi dans 3 jours je sors en fait, donc j'ai plus rien, donc c'est pas dans 8 mois que j'ai besoin d'un truc, c'est maintenant quoi. Avec le regard et tout ce qui va bien derrière pour bien me faire comprendre que voilà. Et du coup si je peux accélérer un système un peu universel de prise en charge pour que personne ne soit délaissé rapidement, je serais content. Après, je sais pas encore à quelle vitesse je pourrais aller, toujours pareil, mais dès lors que j'aurai les moyens je pense que vous avez compris mon côté
déterminé. Je vais essayer d'aller là-dessus. Déjà sur cette plateforme, et après il y a d'autres choses, parce que j'accompagne aussi des personnes en onco, avec d'autres pathos un peu costauds, et essayer de trouver des leviers en support de leurs soins, en prévention, qui permettent de faciliter un peu tout. Et pour accélérer, t'as besoin de quoi là? C'est lever des fonds, c'est un soutien financier, ou c'est autre chose lié à la réglementation, par exemple? Je sais pas. Il faut que je me dégage plus de temps pour la deuxième boîte, pour accélérer des choses. Il y a des choses qu'il faut que je fasse. Moi, il y a des maillages qu'il faut que je fasse plus avec les cliniques, pour plus facilement que la plateforme déjà soit prête, parce que sans plateforme, c'est compliqué. Mais plus de maillage avec les cliniques pour que tous les temps d'attente, elles puissent envoyer en disant il y a des solutions qui existent en attendant que vous soyez pris en charge, et qu'on vous laisse pas comme ça attendez 6 mois et puis vous nous rappelez dans 2-3 mois et prions ensemble. Ce qui est un peu cynique parfois, mais pour avoir fait le test, parfois c'est ce qu'ils vous disent, quoi. Donc si on peut, il faut que j'ai plus de temps, plus de maillage, et puis sur tout ce qui est levée de fonds, je suis juste un peu je suis toujours attentif à ce que les personnes, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont proposé sur la première boîte de lever des fonds, enfin de me donner des fonds et rentrer, prendre des parts. Mais je veux bien m'assurer que ce soit bienveillant et qu'on fasse pas rentrer le loup dans la bergerie, quoi. Parce que l'algorithme, je m'étais gentiment disputé avec quelqu'un sur les dérives de mon algo si on l'utilisait de mauvaise manière. On peut très vite en fait prendre des tickets de caisse de quelqu'un. Et aujourd'hui, avec le tout digital, c'est facile. Et rien qu'avec les tickets de caisse, j'ai vos habitudes de vie. Donc, j'ajoute quelques infos et je fais du inverse engineering, je sais plus comment on dit ça. Et en fait, on identifie les zones du corps à risque. Et puis, demain, votre foie, pour l'assurer, c'est 2 000 €. Pourquoi moi? Oh, pour vous, c'est le pancréas. Ah, pourquoi? Voilà. Pour vous, c'est l'estomac. Pour vous, c'est le cerveau. Enfin, voilà. Enfin, on peut très vite arriver à des choses. Bon, il y a des films dystopiques qui en parlent mieux que moi, hein. Mais alors je vais dans l'extrême toujours, mais au moins comme ça je suis pas surpris. Donc je fais toujours attention. C'est parce que les dystopies font des entrées, hein. Les utopies font rarement des entrées en cinéma. C'est vrai. Mais heureusement qu'on a des entrepreneurs qui vivent avec ces utopies et cette énergie qui est extrêmement inspirante. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter? Des sujets qu'on n'a pas traités, sur lesquels tu te dis tiens, ça c'est aussi intéressant et on peut jumper dessus. Pour parler d'entrepreneuriat, hier là j'étais à l'incubateur, parce qu'aujourd'hui je suis incubé à l'université Lyon 2, qui est un incubateur récent, et je m'y sens très bien, et c'est vraiment de belles valeurs, et il y a de bonnes choses. On parle avec des jeunes là, et je leur demandais qui était déterminé. Il y en a qu'une qui a levé la main, et qui est venue me voir et qui m'a parlé d'un projet. Du coup je lui ai sorti une roadmap comme ça, en 2-2, en mode, regarde, tu peux faire comme ça, il y a des subventions, il y a des trucs, lâche rien, tu vois. Et en fait, je fais juste un appel à tous les déterminés. Tous ceux qui se disent, on dit de moi que je suis indéterminé, voilà. C'est quelque chose qu'on dit, t'es têtu et tout ça. Si vous êtes têtu et flexible, l'entrepreneuriat est fait pour vous. Parce que, il faut être têtu à un moment donné parce qu'on a nos convictions, et flexible pour entendre les bons conseils. Et malheureusement, dans le milieu des startups, j'ai l'impression que je n'ai pas croisé assez de personnes déterminées. Parce qu'à des moments, ça va un peu grésiller, on va un peu marcher sur un fil. Parfois, financièrement, c'est un peu limite parce qu'on tente des choses. Mais si vous êtes déterminé, le jeu en vaudra forcément la chandelle. Et quelle que soit l'issue, il y a forcément quelque chose qui naîtra. Parfois, alors il y a une phrase que je dis souvent qui est drôle, mais qui est qu'une reprise, le meilleur maître c'est l'échec, disait Maître Yoda. Mais d'un échec en fait, et j'en ai eu beaucoup, je vais pas parler de tous les échecs, mais j'en ai eu beaucoup, et c'est grâce à ces échecs qu'en fait j'en suis là aujourd'hui. Et donc plantez-vous quand ça ne compte pas, quand c'est le début, parce que quand ça comptera, toute cette expérience de plantage va faire qu'en fait vous serez inarrêtable. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de... Dès que j'ai des jeunes, dès que je vois des gens qui hésitent et tout ça, je leur dis d'abord, est-ce que t'es déterminé? Vraiment. Et après, voilà, si t'es aligné dans ce que tu veux faire, tu soulèveras des montagnes, il y aura des gens qui vont facilement, vont venir vers toi, vont te faire des mises en relation. Le nombre de personnes qui ont senti que j'étais prêt
et qui m'ont dit j'aurais pu te faire cette mise en relation avant, mais maintenant je sens que t'es prêt, donc je te la fais maintenant. C'est là où je me suis dit ok, en fait il y en a plein qui pouvaient me faire des mises en relation, mais qui attendaient le bon moment, de voir si vraiment j'étais sûr de mon coup, si vraiment je voulais aller là-dedans. Et c'est là où je me dis soyez déterminés. Là c'est vraiment un truc soyez déterminés. Est-ce que ça se travaille, la détermination? Parce que dans toute ton histoire, on a l'impression qu'à 10 ans, tu l'avais déjà. Oui, ça se travaille. Comment ça se travaille? Quels sont les derniers conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut travailler sa détermination? Ces routines. Je parlais tout à l'heure du fait que les routines, sur la durée, permettent de acter les choses. Si vous changez vos routines vers quelque chose qui vous prouve, qui vous renforce dans votre détermination, des routines sur des choses, lire ou écouter des podcasts sur des sujets que vous ne connaissez pas, une demi-heure tous les jours pour apprendre, ou je sais pas, vous avez besoin de faire du sport, et ben faites un sport différent pour travailler différents muscles, et donc vous mettre dans une difficulté tous les jours. Le cerveau en plus, il adore ça il adore ça. Il progresse quand on lui donne des choses nouvelles. Et donc du coup, il va des cellules pluripotentes qui vont aller à l'endroit où c'est nécessaire parce qu'on l'a stimulé d'une manière différente. Du coup, en fait, on a l'impression de rajeunir parce que il va aller chercher des choses nouvelles. Et donc en faisant ça, vous allez acter à votre cerveau qu'en fait, vous allez ouvrir la plasticité et à lui offrir la capacité d'aller apprendre de nouvelles choses plus facilement. Et le jour où il y en aura besoin, c'est comme le fait d'affûter ses armes, vous serez prêt. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui permet de bien travailler et sa résilience et sa détermination, je pense. Chouette. Moi, je retiens plein de choses. Bienveillance, t'en as beaucoup parlé. Et t'as vraiment ce parcours où on sent que t'as été très entouré. Et dans l'équilibre du donner-recevoir, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que c'est toi qui accompagne beaucoup les autres, et Life Extend en est un super exemple, et on mettra le site, le lien du site web dans le podcast. Costaud, tu l'as dit, mais déjà je pense que tu le portes physiquement, t'es bien costaud, et tu t'attaques qu'à des choses qui sont quand même assez solides, et puis cette détermination qui je crois te caractérise. Moi j'avais un peu cette image de tous les sportifs de haut niveau où, comme tu le dis, beaucoup d'appelés et très peu d'élus, et cette, je sais pas si on peut encore appeler ça reconversion, puisque maintenant t'es dans le 3-3 et tu files encore des coups de main en national, t'es pas tout à fait en reconversion, t'es dans un prolongement de ta vie d'entrepreneur, de ta propre entreprise sportive, et maintenant avec ces deux business. Moi Hervé, chapeau, c'est top, j'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de venir toquer à ta porte, de prendre soin d'eux aussi, parce qu'on est vraiment sur cette thématique-là, la prise, le soin, et puis éviter justement le « si j'avais su ». Et maintenant, c'est maintenant que je sais, je fais quoi. Donc merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, c'était vraiment un échange hyper sympa. Et puis longue vie à Life Extend et tous tes projets. Merci de m'avoir accueilli. Je vais juste finir par une petite phrase. C'est une phrase que je dis de temps en temps, mais pour moi, elle a du sens. Les générations suivantes doivent faire toujours mieux que les précédentes. Donc, quiconque nous écoute, vous de jouer. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Hervé. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!